vos écrans pour ce moment fort de Digital Insure, pour cet événement de rentrée. Une soirée un peu spéciale, une soirée dans l'air du temps. Nous sommes contraints par des normes sanitaires, on ne va pas rentrer dans le détail, vous les connaissiez. Nous devions avoir une soirée, comment pourrais-je la qualifier, d'hybride, avec des personnes en présentiel et des personnes à distance. Finalement, elle ne sera pas hybride, ce sera du 100% digital. Et je pense qu'on peut féliciter Digital Insure qui a basculé très vite pour cet événement full digital, mais après tout, Digital Insure, full digital, c'est quand même son ADN. Alors, ça ne va pas nous empêcher de passer un très bon moment ensemble pour parler d'économie, bien entendu, et de votre métier, l'assurance, avec notre invité de prestige qui va nous rejoindre bientôt, Philippe de Sertine. Et nous serons donc tous les deux sur ce plateau. Mais bien sûr, vous serez là à distance et vous pourrez poser vos questions que nous reprendrons avec très grand plaisir à la fin de cette émission vers 19h45. Et nous aurons un fil conducteur. Évidemment, toutes les soirées ont un fil conducteur, mais le nôtre, il est très simple. C'est celui de rester réaliste et positif. Mais tout d'abord, je vais contacter nos hôtes, donc Digital Insure, Fabrice Couturier et Jean Orgonasi, qui sont les fondateurs de la société. Et je voudrais qu'on rentre en contact tout de suite avec Fabrice Couturier, parce que Fabrice Couturier, j'aurais une question à lui poser. Digital Insure, on vous connaît comme un spécialiste de l'assurance emprunteur, de l'assurance emprunteur online. Vous avez évolué dans votre modèle. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, Fabrice ? Bonjour Jean-Charles, bonjour Philippe et bonjour à tous nos amis partenaires qui nous regardent ce soir. Oui, en effet, Jean-Charles, Digital Insure est historiquement un spécialiste leader de l'assurance des crédits. 2 métiers, un métier de distribution et un métier de gestion pour compte de tiers. 10 assureurs en portefeuille, 4 réassureurs, cela veut dire donc 4 outils d'e-sélection médicale à notre disposition. Un outil de comparaison très complet pour couvrir toutes les situations de nos clients et surtout un seul et même parcours pour le distributeur, et cela quelle que soit la solution d'assurance choisie. Concernant la gestion pour compte de tiers, les outils développés sont mis à la disposition de nos partenaires, assureurs et institutions de prévoyance, et ceci en totale transparence, les assureurs ayant un accès live à nos outils et à la data qui les concerne. Maintenant, effectivement, Digital Insure change de positionnement sur le marché d'un acteur ultra spécialiste sur l'assurance des crédits. Digital Insure devient un acteur généraliste en assurance de personnes. Nous ouvrons nos activités à d'autres offres telles que la santé et la prévoyance. Alors sur la santé, nous allons y revenir et je laisserai Jean vous en parler. Sur la prévoyance, en fait, c'est très simple. Ce que nous avons fait sur l'assurance des crédits, nous le dupliquons sur la prévoyance individuelle. Et quand nous parlons de prévoyance individuelle, nous parlons d'hommes clés, de contrats associés, de prévoyance familiale, couverture des droits de succession et la prévoyance du TNS. 5 besoins en un seul et même contrat, ce qui est très innovant. Et cela, que ce soit en distribution ou en gestion pour compte de tiers. Tous nos parcours, comme en assurance des crédits, sont ouverts via des API. Nous sommes résolument tech, notre appartenance à la French Tech 120, le fait que nous soyons full API sur l'ensemble de nos parcours, le fait que nous venions d'investir dernièrement sur un parcours KYC extrêmement moderne et digital, fait que effectivement cette dynamique techno est très forte chez nous et nous allons continuer de l'être bien évidemment. Construire et proposer des solutions full digital pour nos partenaires distributeurs et assureurs, permettant de simplifier et d'accélérer, le tout en élargissant nos domaines d'intervention. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous allons continuer à faire, et le tout en gardant une longueur d'avance. Merci Fabrice. Donc on a bien compris une approche prévoyance globale pour les clients patrimoniaux, les clients investisseurs, et tout ça évidemment pour les courtiers. Alors Jean Orgonasi, là maintenant je me tourne vers vous, un peu à distance, mais je crois que vous avez une nouveauté à nous présenter. Fabrice nous a parlé de santé et il me semble que vous avez
une innovation dans ce domaine, Jean Orgonasi? Bonsoir, je suis très heureux d'être avec vous ce soir dans ce moment un peu particulier, ce moment digital qui promet. On est très content d'avoir Philippe de Sertine avec nous pour nous parler d'avenir. Et justement, on voudrait aussi vous parler d'avenir puisque nous profitons de cette semaine pour lancer une innovation majeure dans la santé avec la société SoSoft que nous soutenons. Donc cette innovation majeure concerne la santé individuelle et la santé des travailleurs non salariés. Et elle consiste en 2 ruptures majeures, une rupture pour les courtiers et aussi une rupture pour les assureurs et les mutuelles. Alors, qu'est-ce qu'on offre? Pour les courtiers, on offre un logiciel gratuit qui va permettre en quelques clics de comparer 2500 contrats, de proposer la meilleure offre parmi 300 offres qui sont donc toutes tarifées, et de pouvoir ensuite pousser ça auprès d'un client de façon complètement digitale, comme si finalement on était soi-même une plateforme moderne alors qu'on est éventuellement un courtier seul dans son cabinet. Donc grâce à ça, on donne les moyens vraiment d'une grande entreprise à des courtiers et en leur donnant le moyen de faire le meilleur travail possible. Le tout en quelques clics, gratuitement, sans engagement. La deuxième chose que nous offrons donc, c'est une rupture pour les assureurs et les mutuelles. Pour eux, eh bien, 2 choses. La première, c'est que nous offrons une visibilité complète, permanente. À chaque fois qu'un devis va être fait par un courtier, nous garantissons que les mutuelles et les assureurs qui travaillent avec nous seront bien proposés, seront bien visibles. Donc quand on a une bonne offre, eh bien, on est certain qu'elle va apparaître dans les comparaisons. Donc ça, c'est un plus de transparence qui est vraiment très important. Deuxièmement, on est dans un marché, le courtage, qui est un marché qui est très opaque. On ne sait jamais exactement comment on se positionne, on ne sait jamais finalement quel est son positionnement, sa part de marché. Savoir ça, c'est mission impossible. Et donc, c'est très compliqué d'être très efficace finalement dans ce marché-là. Et bien, nous, on va donner ces statistiques-là. On va permettre de savoir en permanence comment son produit de santé est positionné. Et puis, on va permettre également de savoir quelle est sa part de marché. Donc de savoir finalement où est-ce qu'il faut porter ses efforts et comment. Donc grâce à ça, Digital Insure va faire une entrée sur ce marché-là et qu'on espère évidemment très forte et très importante. En tout cas, merci à tous, merci encore à tous d'être avec nous ce soir et puis passez une excellente soirée. Merci Jean Orgonasi, SoSoft, qui a été présenté aujourd'hui et hier aux Journées du courtage. Voilà, j'accueille Philippe de Sertine, que je remercie, c'est un grand honneur de vous avoir avec nous. Philippe de Sertine, vous êtes évidemment professeur en sciences de gestion, vous êtes spécialiste évidemment de la finance, vous êtes directeur de l'Institut de haute finance, vous êtes président du comité 21, ce qui veut dire que tout ce qui est prospectif du comité 21. Côté prospectif du comité 21, mais ce qui veut dire que la transformation, ça vous connaît, hein, vous êtes en plein dedans, c'est au cœur du sujet. Vous avez écrit de nombreux livres, vous en avez certains qui vont être publiés bientôt, un sur la dette, je crois, et un autre au mois de novembre, voilà, et un autre sur la bascule un petit peu plus tard, c'est ça? Au mois de janvier 2021. Au mois de janvier 2021. Ça veut dire que j'écris en ce moment. Donc vous écrivez beaucoup, effectivement. Et déjà, nous sommes évidemment très ravis de passer ce moment avec vous. On va parler, bien sûr, on peut parler d'économie, mais pas que ça. Hein, on va essayer d'élargir, puis on va surtout parler d'assurance, on va parler de courtage d'assurance, parce que ça, c'est ce qui intéresse plus que tout nos internautes. Alors, on revient à une situation, notre situation aujourd'hui, Philippe de Sertine. Nous sommes dans un monde où les taux d'intérêt sont nuls ou négatifs, où les dettes explosent, où l'argent, on a l'impression que ça coule à flot. Moi, j'aimerais comprendre, qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel nous vivons? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, simplement? Est-ce que c'est normal? Vous avez 5 secondes. J'ai 5 secondes, voilà. J'ai 5 secondes pour vous dire ça. Voyez, quel est ce monde? Nous vivons une année 2020 qui est une année incroyable, qui restera dans l'histoire. Si je devais résumer cette année 2020, je prendrais une étoile à 5 branches, vous voyez. Donc effectivement, il y a une branche, bien sûr, c'est ce Covid, cette pandémie qu'on n'avait jamais connue, qui a bien sûr aussi un lien avec la dette que nous évoquions. Deuxième branche, là aujourd'hui, peut-être vous voyez qu'on a un peu de transpiration, on n'a pas totalement la clim, il fait plus de 35 degrés à Paris, c'est le dérèglement climatique. C'est une deuxième dimension capitale, évidemment, à avoir à l'esprit. Troisième dimension, une dimension, on va dire, macroéconomique ou macro-géopolitique, c'est la montée en puissance de l'Asie, la montée en puissance de la Chine.
Ce sont des éléments qui sont aussi extrêmement importants. Quatrième dimension, vous venez de le dire, et celle-ci, effectivement, peut-être on l'a souvent à l'esprit parce qu'elle change nos vies, c'est cette question de dette incroyable que nous avons émise, quand je dis nous collectivement, notamment nous occidentaux, notamment depuis la crise de 2008. Et donc, effectivement, cet aspect dette est quelque chose qui est absolument colossal. Et puis, au-dessus, la plus belle branche de l'étoile, celle qui est tellement importante dans cette société, mais pas uniquement, c'est que nous sommes en train de vivre la plus grande révolution technologique de tous les temps. On dit digital. En réalité, c'est une révolution autour de l'algorithmie, c'est une révolution autour de la data. Le digital en est l'émanation, l'intelligence artificielle en est une autre, blockchain en est une autre, et on est en train de voir là peu à peu à quel point le monde est en train de changer avec cette révolution. Et là, quand on est en train de parler des 4 éléments précédents, peut-être que nos auditeurs disent « mais dis donc, c'est pas forcément drôle ». Si vous mettez le digital au-dessus, si vous mettez cette révolution au-dessus, vous dites en fait il y a une solution. Il y a une solution, et là, ce que l'on peut dire, c'est que nous sommes dans une phase d'accélération. Depuis le mois de mai-juin, nous sommes dans une phase d'accélération de la transformation. Et ça, et bien sûr, quand on parle du Covid, on parle de la tragédie. On est tous touchés. J'ai été touché à titre personnel aussi par des gens qui ont eu le virus et qui ont souffert, voire même qui ont été dans la tragédie. Mais une fois qu'on dépasse cet événement personnel, on peut dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui accélère par le biais, on va dire, de l'économie qui a changé, c'est-à-dire par le biais du confinement et de tout ce que ça a bouleversé dans l'économie mondiale. Donc voilà là où nous sommes, lorsqu'on est en train de parler de la dette, lorsqu'on est en train de parler, on va dire, d'une des branches de l'étoile, il ne faut pas oublier les 4 autres. Parce qu'effectivement, si on n'en regarde qu'une, on risque d'avoir une vision qui sera partielle, et honnêtement, on risque d'avoir une vision qui sera négative. Alors c'est pas du tout ce que l'on veut, puisque j'ai parlé tout à l'heure d'optimisme. Oui, vous voyez, on est en même temps réaliste, et je pense que quand on est réaliste, on doit être optimiste aujourd'hui. Ça commence très bien. Alors justement, ce que viennent de présenter Jean Orgonesi et Fabrice Couturier, ça va dans votre sens. C'est au moins 2 étoiles, c'est-à-dire la question de la santé, en réalité il y en a 3, mais la question de la santé et la question du digital, et en particulier digital big data, c'est-à-dire que la révolution du monde de l'assurance, on va y revenir à plusieurs reprises ce soir, la révolution du monde de l'assurance, ce sont bien sûr les outils. Les outils, le digital bouleverse complètement l'approche que l'on peut avoir dans le mode de fonctionnement, mais la révolution du monde de l'assurance, c'est aussi la big data, c'est quelque chose qui va aussi conduire à avoir un rapport complètement différent avec l'assurance. Mais la 3e dimension qui est absolument passionnante lorsque j'entends parler de ces projets stratégiques qui sont devenus aujourd'hui concrets, c'est la question de la santé. C'est-à-dire c'est quelque chose en effet qui devient l'une des dimensions les plus importantes pour les citoyens quels qu'ils soient, pour les acteurs économiques quels qu'ils soient, que nous soyons en France, que nous soyons en Europe, que nous soyons en Occident, que nous soyons dans le monde entier. Donc là, l'assurance, le digital, la question de la santé, je crois qu'on est dans un nœud positif extrêmement important. Merci pour cette première présentation. Alors ce que je ne vous ai pas dit, Philippe de Sertine, c'est que ce soir, nous avons des invités surprises qui vont vous poser des questions. C'est une surprise, non ? C'est une surprise, voilà. Donc c'est une vraie surprise, donc je ne vais pas être le seul à vous interpeller. Et là, il y a une personne que vous connaissez bien, je crois, qui va vous poser une première question, évidemment autour de cette thématique de l'économie. Alors, je dois d'abord prévenir l'assistance que je suis un grand ami de Philippe, donc je peux me permettre une certaine prise de parole dans la vérité. Mon cher Philippe, toi qui nous parles si bien de l'assurance de demain, de la santé de demain, de la technologie écologique, de tout ce qu'on veut, de l'assurance vertueuse, etc., et de l'économie vertueuse, je voudrais que tu me dises, avec ton bon sourire d'homme qui semble tellement optimiste, si on va s'en sortir un jour de ce cycle dans lequel nous sommes. On est dans une mauvaise passe, tu peux bien me le confirmer, mais est-ce que ça marche comme les grands cycles historiques, économiques qu'on a pu connaître dans l'histoire de naguère? Ça m'arrangerait que tu sois pour une fois optimiste. Voilà. Et à bientôt.
Donc à bientôt, Patrick. Voilà, donc Patrick Voilà. Poivre d'Arvor, est-ce Ouais. qu'on va s'en sortir? Alors vous avez quand même un petit peu esquissé un début de réponse tout à l'heure, mais alors répondez-lui. Ça me fait drôle parce que normalement, moi, j'ai été un de ses chroniqueurs dans une de ses émissions radio. Hein, donc là, c'est lui qui m'interroge. Non, je crois qu'effectivement, nous sommes dans une situation, et là encore, quand on l'évoquait tout à l'heure, et lorsqu'on parle de la question de l'assurance, on parle évidemment de cette question aussi qui est sous-jacente, qui est la question du risque. On est à une période de risque élevé, ça fait aucun doute. Les périodes de grands bouleversements sont des moments où, on va dire, on a le sentiment que la Terre peut trembler à tout moment et que par conséquent, le risque là est quelque chose qui inquiète tous les acteurs économiques. Et je crois que la pire des choses serait de le nier. Parce qu'effectivement, les acteurs économiques, dans leur quotidien, conçoivent cette notion de risque et la vivent eux-mêmes dans leur quotidien et donc ne comprendraient pas qu'on ne la prenne pas en compte. Néanmoins, je le répète, lorsqu'on est en train d'évoquer la question de risque, on est aussi en train de parler de solutions qui peuvent exister. Nous ne sommes pas enfermés dans une situation qui est une situation définitivement mauvaise. Nous sommes dans une situation de changement très important, je le répète, comme l'humanité n'en a jamais vécu. Et si je devais convaincre nos auditeurs qui vont dire « mais en fait, il va dire ça tous les ans et on dit ça tous les 10 ans et tous les siècles », non, nous sommes bientôt 8 milliards sur Terre. Là, lorsqu'on est en train de parler de changement, c'est ça, au fond, probablement l'élément le plus important. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé du dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, c'est notre modèle économique qui ne fonctionne plus, mais ce n'est pas que tout d'un coup, on se rende compte qu'il ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus à 8 milliards, et il fonctionnera encore moins à 9 ou 10 milliards, qui sont les perspectives de la population terrestre d'ici la fin de ce siècle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un changement de modèle. Si on dit simplement cela, et là, vous voyez, peut-être vous me remplacez, vous voyez à ma place une jeune Suédoise de 17 ans, qui est revenue à l'école d'ailleurs en ce moment, mais vous voyez, qui dit, il faut un changement de modèle, mais elle le disait avec une angoisse, l'angoisse de sa génération, disant, on ne le voit pas. Et là, tout d'un coup, on dit, si, le changement de modèle est possible, les outils sont là, et on a cette expérience maintenant incroyable du point de vue historique, accélérateur que j'évoquais, et c'est bien un accélérateur positif, cher Patrick. Cet accélérateur positif, ça a été que tout d'un coup, on a tout arrêté. On a fait une sorte de simulation grandeur mondiale en disant, on arrête le modèle, on essaie d'en lancer un autre. C'est ce qui s'est passé entre le mois de mai et juin sur la planète Terre, où tous les pays du monde confrontés à une pandémie ont dit, on change complètement la façon dont on fonctionne. Et là, brusquement, on a effectivement toujours l'angoisse en disant, oh, mais c'est incroyable ce que ça a changé. Chacun dans sa vie a vu ce que ça signifiait. Et en même temps, on a un début de solution. C'est-à-dire tout d'un coup, hein, et là vraiment, là, puisque Patrick voulait que j'envoie des informations, lui est pour l'information factuelle. Hein, il dit il faut qu'il y ait des vrais faits et que cela démontre qu'il se passe quelque chose. Tout d'un coup, vous étiez à Katmandou. Bon, je sais que évidemment les auditeurs peut-être qu'ils n'étaient pas tous, moi non plus d'ailleurs, mais vous étiez à Katmandou. Depuis 50 ans, on n'avait pas vu l'Himalaya. Il y avait plein de gens qui étaient nés à Katmandou, ils ne savaient pas qu'ils avaient l'Himalaya en fond d'écran au-dessus de la ville. En 3 semaines, on voit l'Himalaya tout d'un coup. C'est-à-dire qu'on a vu quand on modifie le modèle. Et quand on modifie le modèle, on a arrêté, mais on en a commencé un autre. C'est-à-dire on a eu effectivement, par exemple, cette question du télétravail qui est arrivé brutalement, un mode d'organisation de la Terre, de notre pays, par exemple, qui s'est fait de manière complètement différente. Je fais tous mes cours au printemps à mes étudiants, tous évidemment par du distanciel. Aujourd'hui, on avait ce problème, on fait la réunion comme prévu. Et cette réunion, c'est pas le fait que, évidemment, on ne se rencontre pas qui est embêtant. C'est le fait qu'on n'aurait pas donné l'information dont ont besoin les gens qui nous écoutent. Eh bien, tout d'un coup, on a fonctionné différemment. Tout d'un coup, ça marche. Donc, ça veut dire qu'effectivement, nous avons bien une perspective de grands bouleversements. C'est un bouleversement qui, bien sûr, est inconfortable. Les grands changements, c'est inconfortable, on n'aime pas ça. Mais néanmoins, quand on sait qu'on en a besoin et qu'on sait que cela peut commencer maintenant très vite, qu'on a les moyens de le faire, eh bien, tout d'un coup, on voit les choses positivement. Donc là, je crois quand même, hein, le message est positif. On est d'accord. Alors là, tout à fait. Alors là, Philippe, forcément. On garde les distances. Faites attention. Gardons les distances, oui. Vous avez, ça me fait penser, là, il me semble, une dizaine d'années, vous avez écrit un livre qui s'appelait « Ceci n'est pas une crise, juste la fin d'un monde ». C'était en 2009. Mais vous pourriez le réécrire aujourd'hui. Je l'avais écrit fin 2008, j'avais écrit de New York, où j'avais assisté à l'effondrement de Lehman Brothers. Oui, tout à fait. C'est la, oui. voilà. En fait, sur un plan marketing, c'est formidable, ça marche Oui, encore. mais sauf que, alors là, je réfute complètement le titre. Le titre marchait en 2008, pour la crise 2008. Aujourd'hui, je dirais, ceci n'est pas une crise. Ceci est l'accélération du changement de monde. D'accord. C'est-à-dire, je crois vraiment, vous voyez la grande différence. Enfin, c'était il y a 12 ans, c'est-à-dire il y a très peu de temps. Il y a 12 ans, lorsque vous regardez, par exemple, des grandes entreprises, on va les évoquer un peu tout à l'heure, comme les GAFA, bah, ces entreprises, à l'époque, étaient des entreprises intéressantes, mais c'était des entreprises parmi d'autres grandes, et d'autres étaient beaucoup plus grandes qu'elles. Aujourd'hui, les GAFA, chacun
on va dire 2 ou 3, représente près de 2000 milliards de dollars de valorisation. On a l'effet de la dette, il n'y a aucun doute, mais on a aussi l'effet de l'invention du nouveau monde. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des entreprises dont on a vu qu'elles étaient complètement en phase avec la nouvelle façon de vivre. Et quand vous avez Apple qui vaut 2000 milliards et Renault qui vaut 4 milliards, vous dites en fait là il y a un truc qui est en train de se produire. L'économie nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire qui est absolument considérable. Au passage d'ailleurs, il y a une chose considérable, c'est que vous n'avez pas une entreprise européenne à 1000 milliards, pas une. Et ça doit nous interpeller. C'est la première fois dans toutes les grandes ruptures technologiques que l'Europe n'est pas en pointe. Alors quand je dis l'Europe, on n'a pas d'entreprise, bien qu'on a plein de jeunes Européens qui sont en train de trouver du travail dans ces entreprises qui sont en pointe. Mais c'est quand même un souci qu'on n'ait pas su faire nous-mêmes une structure correspondante. C'est parce que ce qui m'interpellait, c'était juste la fin d'un monde. Alors donc moi je vous dis, c'est l'accélération du changement du monde. Alors justement, puisqu'on parlait... Moins marketing, c'est pas assez... Oui, non, mais ça marche, qu'on trouve un autre titre, mais c'est bien quand même, hein, ça marche bien. Alors vous avez parlé d'Himalaya tout à l'heure, c'est-à-dire vous avez parlé de situations qui sont à de Katmandou, qui sont à des milliers de kilomètres. Est-ce que, je dirais, on entend un peu par-ci par-là, est-ce que c'est la fin de la mondialisation, ou en tout cas la fin de la mondialisation heureuse? Est-ce que ça vous interpelle, ça? Alors ça m'interpelle évidemment qu'on le dise, et en même temps je n'en crois absolument rien. Je crois que la mondialisation, il faut être très clair, elle commence en 1989. 1989, c'est en même temps l'effondrement du mur de Berlin, et c'est en même temps les événements de Tiananmen, vous vous souvenez, hein, le petit bonhomme devant le char d'assaut chinois, c'est-à-dire le début du développement chinois. 1989, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les pays pauvres peuvent espérer rapidement devenir des pays développés. La route n'est pas terminée, loin de là. Les Occidentaux ne peuvent pas dire bah non, maintenant on arrête la mondialisation parce que vous comprenez, vous nous posez problème. Les pays pauvres, ils nous font de la concurrence et nous, on veut rester riches. Et vous, vous vous débrouillez. Vous voyez, c'est fini la mondialisation. Chacun rentre chez soi. C'est pas possible. C'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est d'autant moins possible que les pays occidentaux, pour permettre, on va dire, l'enrichissement des pays pauvres, eh bien, ont été obligés. Pas forcément de gaieté de cœur, quoique, hein, parce que ça nous a aussi beaucoup avantagés, ont été obligés de dépendre des pays pauvres. Donc la mondialisation ne peut pas se terminer. Enfin, il faut être très clair, si on disait il n'y a plus de mondialisation, alors là, on est devant un autre problème. Là, Patrick va dire bonjour l'optimisme, mais je suis persuadé qu'on ne va pas y aller. C'est le problème des grandes migrations. Quand vous avez des gens tellement pauvres qui sont prêts à partir sur la Méditerranée et prendre le risque de peut-être perdre leur vie et perdre la vie de leur famille, eh bien ils sont en train de nous dire la mondialisation, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, c'est-à-dire qu'il faut qu'on pense la planète ensemble. Au passage, nous sommes dans une crise aujourd'hui sanitaire, ce n'est pas une crise économique à la base, c'est une crise sanitaire qui est un vrai problème mondial, qui ne pourra être résolu que mondialement, parce qu'il est évident que lorsque vous dites on a un vaccin, on ne veut pas le donner aux autres, eh bien en réalité vous êtes en train de vous préparer à réimporter le problème. Donc on est dans une mondialisation, mais une mondialisation qui va de plus en plus muter, elle aussi, qui va devenir de plus en plus différente. Et vous voyez, je ne rentre pas dans le discours qui est pas mal du point de vue politique. On sent bien que ça marche en politique dans tous les pays d'Occident, en disant non, c'est fini la mondialisation, on va se refermer sur nous-mêmes, vous allez voir, ça va être beaucoup mieux comme c'était avant. Je pense que du point de vue économique et même du point de vue moral, c'est pas souhaitable, pas possible. On parle du plan de relance, de circuits courts, d'indépendance, donc tout ça finalement, c'est pas forcément la solution, ou alors c'est autre chose. C'est autre chose. Alors sur le plan de relance, il y a quand même toujours évidemment ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un côté politique dans le plan de relance en disant oui, relocalisation. Bon, c'est un plan de 100 milliards. Le gouvernement a dit, sur la question de la relocalisation, on met royalement 600 millions. Donc vous voyez quand même qu'il y a le discours et il y a la réalité derrière. Bon. Ensuite, quand vous êtes en train de regarder le plan de relance, vous avez aussi évidemment cette idée, alors vous avez plan de relance, plan de soutien. Hein, il y a une grande part du plan qui est du soutien. Parce que l'économie française, notamment, est encore, comme d'ailleurs beaucoup d'économies occidentales, est encore en souffrance. En souffrance parce qu'on a les pertes qu'on a fait au début d'année, et parfois parce que vous avez des pans entiers de l'économie qui ne sont pas repartis, qui sont toujours en fait en régime difficile, donc il y a besoin de les soutenir. Donc il y a une partie du plan qui est juste encore une béquille. La partie du plan de relance, c'est bien essayer de commencer à inventer le nouveau modèle, ou en tout cas commencer à accélérer les choses. On est bien dans l'accélérateur, en disant là on va mettre beaucoup d'argent pour essayer d'accélérer la nouvelle création de richesse sur laquelle on va devoir s'appuyer. Donc effectivement, dans le plan de relance, il y a bien cette dimension. Il est clair quand même par rapport à ce qu'on disait, digital, big data, retard européen, que là, peut-être, on n'est pas tout à fait suffisamment là-dedans. Et ça pose un vrai problème, un vrai souci. Il faudra probablement, bon, on a juste fait une allusion dans le plan de relance à la question de l'ordinateur quantique. Honnêtement, c'est important, mais il n'y a pas que ça. D'accord. Alors justement, puisqu'on parle de mondialisation, on va revenir un peu sur notre Europe. Et là, il y a un confrère à vous
qui va vous poser une question sur cette un peu spéciale sur l'Europe que vous connaissez bien. Donc, allons-y pour la deuxième question à Philippe de Sertine. Un autre Philippe d'ailleurs. Bonjour Philippe, je suis très heureux de te poser une question. Je souhaiterais savoir si dans les prochains mois, dans les prochaines années, la zone euro et l'Union européenne, plus globalement, puissent réellement occuper leur place. Il y a le plan de relance, 750 milliards d'euros. Et puis au-delà de ce plan de relance, est-ce que la monnaie européenne, l'euro, a les capacités, face à un dollar un peu contesté, de s'affirmer comme véritable monnaie nationale, comme monnaie réserve de change, et l'Europe, derrière, jouer un rôle beaucoup plus important sur la scène internationale, face à la Chine, face aux États-Unis, demain face à l'Inde. Donc j'aimerais bien avoir ton avis. Merci par avance, et puis à très bientôt. Voilà, donc Philippe Crevel, autre économiste, avec vous partagez certaines émissions d'ailleurs, grand public. Oui, alors il pose une question un peu précise sur la zone euro. Il y en a d'autres, Oui, alors sur la question monétaire. La question monétaire, c'est une question, on va dire, de court terme, mais très importante aussi pour le long terme. Nous sommes, par rapport à ce que nous disions dans cette phase de changement profond, dans une phase où, si on le traduit d'un point de vue économique, une phase d'investissement, investissement majeur. Quand vous êtes dans des grandes périodes d'histoire où nous avons un investissement, il faut qu'on ait un facteur de confiance. Les gens investissent à titre personnel, ou on investit quand on est dans une économie, y compris quand on est un grand chef d'entreprise, qu'on dirige Digital Insure, quand on a confiance. Et la première marque de confiance d'un point de vue économique, c'est la monnaie. La monnaie, c'est ce qui vous garde la valeur dans le futur. Donc quand vous investissez, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Si vous êtes en train de créer un investissement, mais qu'au fond, vous n'êtes pas très sûr de la valeur que ça va représenter, parce que ce en quoi vous l'exprimez, vous n'avez pas de certitude, ça c'est très embêtant. C'est pour ça que la question de la dette revient sans cesse. La question de la dette, en fait, la dette dans une monnaie, c'est regarder la dette, est-elle soutenable par rapport à la richesse que nous créons ? Exactement comme le problème que peut avoir un particulier quand il va dire « quand j'emprunte, est-ce que je gagne suffisamment d'argent pour rembourser ?» C'est exactement la même idée, c'est-à-dire valeur de la monnaie, représentation de la création de richesse. C'est une grande idée de l'Europe de dire nous allons être sages de ce point de vue. Nous voulons absolument avoir, vous voyez là effectivement on a parlé, quand Philippe parlait du plan de 750 milliards, ne croyez pas qu'on soit en désaccord sur les termes. Moi j'ai parlé du plan de 100 milliards de la France, 750 milliards c'est la dette européenne pour alimenter, on va dire, une partie des plans de relance de tous les grands pays d'Europe. Et c'est intéressant, hein, c'était jamais l'Europe avait pris cette dimension-là. Mais quand l'Europe dit nous avons levé 750 milliards, une partie qu'on remboursera, une partie qu'on va donner. Ces 750 milliards, l'idée c'est qu'ils doivent créer 750 milliards de richesse, de manière à ce que l'équilibre se refasse. On est bien, alors là l'idée, vous voyez, soutien pour pas que ça s'effondre, pour pas qu'on perde de la valeur, relance pour qu'on crée de la valeur supplémentaire. Donc cet élément du point de vue monétaire est absolument capital. On retrouve là des problématiques évidemment dans la question de l'assurance. Quand ceux qui nous écoutent ont des clients à qui ils vont proposer des investissements, eh bien sans arrêt, quand on parle assurance vie, etc., on place dans quoi ? On place dans quelle création de richesse ? C'est ça, sans arrêt la question. Si vous placez dans simplement le paiement de la dépense de la fin du mois d'un État, c'est embêtant. Si vous placez dans de la création de richesse future, vous dites « mon épargne, je vais la retrouver ». Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument capital. Évidemment, on a la question de l'euro que pose Philippe. On a la question de l'organisation du monde qui vient. Les États-Unis sont toujours la puissance dominante, 20 000 milliards de dollars en termes de PIB. Numéro 2, la Chine, un peu plus de 14 500 milliards de dollars, pour autant qu'on arrive à estimer complètement le PIB chinois. On va dire, bon, il y a encore un écart. Peut-être l'écart est encore plus fort. Pardonnez-moi, mais on est obligé de revenir là-dessus quand on parle d'économie, en nombre de porte-avions. 11 porte-avions nucléaires très gros américains, 2 porte-avions et demi petits chinois. Donc ça veut dire que la Chine aspire à devenir numéro 1, ils vont devenir numéro 1, mais on n'y est pas encore. Et donc là, aujourd'hui, on a cette question d'équilibre du point de vue monétaire mondial, entre un dollar qui représente la superpuissance, l'euro qui est une alternative sage par rapport au dollar. Qui est fort en ce moment. Il est fort en ce moment parce que le dollar et la gestion du dollar n'est pas forcément très sage. On a un président américain, évidemment, qui pense élection en ce moment. On a les États-Unis qui pensent depuis longtemps à l'utilisation de leur monnaie pour essayer d'avoir un certain nombre d'avantages, c'est-à-dire ils utilisent leur dollar comme le 12e, voire même 12, 13, 14, 15e porte-avions.
C'est-à-dire, vous arrêtez de fonctionner avec l'Iran, pour reprendre une polémique que nous avons eue il y a peu de temps du point de vue européen, parce que sinon on vous interdit l'accès au dollar. On est bien là avec effectivement une monnaie qui n'est pas simplement qu'économique, elle est aussi une arme géopolitique. Et donc effectivement, dans ce contexte où les choses se sont accélérées à nouveau avec l'euro, avec le Covid, enfin, pour l'euro d'ailleurs, se sont accélérées avec le Covid. On a émis beaucoup de dettes en dollars depuis le mois de mars. Nous avons une accélération de la montée en puissance de la Chine, nous avons une accélération des tensions, et donc effectivement on a la question monétaire qui va se poser. Cette question est une question très importante pour tous ceux qui nous regardent et qui vont avoir affaire à des clients qui leur poseront cette question légitime: qu'est-ce que je fais de mon épargne ? Comment je peux me prémunir contre les risques que vous évoquez? Est-ce que je n'ai pas un premier risque qui est associé à la monnaie? Cette question, oui, est capitale. Et donc en effet, la question de l'euro demeurera une question absolument stratégique. On voit d'ailleurs que l'on a un certain nombre d'éléments qui courent comme ça, que l'on entend, qui parfois semblaient un peu chimériques. Bitcoin, crypto-monnaie. Et puis l'année dernière, au mois d'août, qui tout d'un coup devenait beaucoup, beaucoup plus précis. Libra avec Facebook derrière. Demain, peut-être Amazon qui proposerait une crypto-monnaie. La Chine qui vient de lancer une crypto-monnaie dans 4 grandes villes chinoises il y a 5 jours. Donc là, on est bien, effectivement, dans cette idée, comment je vais pouvoir donner confiance aux acteurs économiques. Et la question monétaire est toujours au cœur, même si évidemment pour le grand public ça semble un peu technique quand on évoque ça. Quand vous êtes avec des gens qui ont un problème d'épargne, en général cette technique elle les intéresse quand même. C'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment l'immobilier est très prisé. Par exemple, on en reviendra tout à l'heure, mais c'est absolument. Et il est prisé, il reste à des niveaux élevés. Et en même temps, les gens qui peut-être se disaient je vais échanger de l'immobilier contre de la monnaie parce que j'ai besoin de vendre, tout d'un coup, là maintenant, ils ont tendance à retenir les ventes. C'est-à-dire, on voit bien que tous ces mécanismes, l'or qui monte beaucoup, le bitcoin que j'évoquais, qui est à des niveaux stratosphériques, 11 000 $ le bitcoin. Moi, mes étudiants de l'Institut de haute finance, il y a 10 ans, on allait à New York, ils avaient acheté $1 un bitcoin. Malheureusement, moi aussi d'ailleurs, on a fait une énorme erreur, on l'a revendu. Donc, mais sinon, c'était évidemment le meilleur placement. On en a acheté 15. Non, oui, on en a acheté, non, à ce prix-là, honnêtement, on en a acheté par 10. Donc vous aviez une espèce de truc qui vous distribuait les bitcoins. Bon, là, l'or, le bitcoin, je dirais effectivement ce qu'on disait, l'immobilier, ce sont des indicateurs que, en effet, les investisseurs dans le monde se disent attention, il peut y avoir un problème monétaire. C'est cette question de la dette que nous évoquions tout à l'heure, cette question de rationalité du modèle qui pose problème aujourd'hui, ou en tout cas qui pose question. Quand ça pose question et qu'on s'interroge, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire j'ai besoin de m'assurer. Donc évidemment, je suis dans une maison où là, tout le monde me dit c'est formidable ce que vous nous racontez. Et je pense qu'effectivement, on n'aura jamais autant besoin d'assurance que dans les temps qui viennent. Bon, ça c'est important de le dire. Une dernière question très rapidement. Tous ceux qui disent qu'il ne faut pas rembourser la dette ou il faut annuler la dette, ça vous paraît... Donc ça me paraît de la folie furieuse. De la folie furieuse, puisque vous êtes... D'ailleurs, alors vous avez noté que les grands argentiers, on va dire, les banquiers centraux, etc., sont tous en train de dire attention, même les grands politiques d'ailleurs disent non, attention, la dette, va falloir la rembourser. C'est-à-dire l'idée quand vous dites on ne rembourse pas, c'est tout simple, c'est de dire qu'on annule de la monnaie. Quand on dit qu'il y a un problème de confiance dans la monnaie et que vous êtes en train de dire à des gens, vous savez, vous avez de l'argent, mais l'argent, il peut être annulé de temps en temps, il suffit de dire on ne rembourse pas. Mais qui prend la perte? C'est simple, c'est les banques centrales. Ah bon, les banques centrales, elles ont de l'argent? Non, mais elles peuvent créer de la monnaie comme elles veulent. Elles peuvent dire, moi, je décide qu'on ne rembourse pas, c'est moi qui rembourse pour le compte de celui qui ne pourra pas. Et t'as quoi? Rien. Donc ça veut dire qu'on travaille effectivement sur quelque chose qui est une chimère. Pour le moment, on a confiance dans les banques centrales, dans les grandes banques centrales. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez des grands États qui créent de la richesse. S'il suffisait à une banque centrale de dire je rembourse et comme ça on efface la dette, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de pays pauvres. Il suffirait d'avoir un banquier central dans chaque pays d'Afrique et tous les pays d'Afrique seraient aujourd'hui avec un PIB équivalent des PIB européens. Si nous avons une possibilité de confiance dans les banques centrales, c'est parce que derrière, il y a la création de richesses. C'est le réel, c'est le terrain, c'est les vrais gens qui permettent éventuellement d'asseoir la confiance. Ça n'est jamais un banquier central, ça n'est jamais un trait de plume sur une dette qui aurait été émise. C'est important de le dire. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'un monde qui évolue, vous avez parlé de télétravail, une transition sur ce... C'est vrai qu'on a dû modifier très vite notre mode de vie. On pensait que, par exemple, le télétravail, ça allait prendre du temps à se faire, ces négociations étaient longues dans les entreprises. Finalement, ça s'est fait en 2 jours. Ou en 3 jours, donc comme quoi les choses peuvent aller très vite. Mais il n'y a pas que ça. Il y aura peut-être d'autres bouleversements, notamment sur la mobilité. Qu'est-ce que vous, justement, qui travaillez sur ces sujets,
comment vous voyez les choses et comment on peut le relier à l'assurance, Vous vous souvenez la distance? Vous vous souvenez du deuxième rayon de mon étoile, Oui. dérèglement climatique. Après, évidemment, quand on sort de la période de confinement, quand on est en train de dire « Ah oui, non, mais quand même, il y a eu beaucoup d'inconvénients. Oui, mais vous comprenez la question du rapport humain, etc. » Tout ça, j'entends bien, je suis comme vous. Quand on est en train de changer mes habitudes et qu'en plus j'étais heureux dans mes habitudes anciennes, j'ai tendance à dire « C'est pas bien. » Mais j'ai quand même ma petite suédoise. Enfin, quand je dis suédoise, hein, je ne veux pas nécessairement faire l'emblème. Tous ceux qui ont des gamins de 15 ans aujourd'hui à la maison ont exactement le même représentant que la suédoise, notre petite suédoise, Ingrid Thunberg, qui est en train de dire il faut changer de modèle. C'est-à-dire, nous avons, avec le dérèglement climatique, l'obligation d'un changement de modèle profond, total. Il ne s'agit pas de dire ah oui, mais on a le temps, on va faire une transition, vous verrez, on va mettre un peu d'électricité par là, quelques éoliennes, puis tout sera réglé. On voit bien que c'est quelque chose de beaucoup plus important que ça. Donc là, la transformation, elle est en cours. Ce que nous ont appris les quelques jours de confinement, c'est qu'en réalité, elle peut se faire très vite, puisqu'il suffit de décider. D'un seul coup, ça se fait. Et surtout, deuxième élément, les gens, les vrais gens, et c'est toujours ça, quand vous faites de l'économie, hein, vous pouvez faire des grandes statistiques, vous pouvez parler de grands ensembles, mais à la fin, l'économie, c'est avec des gens comme vous et moi. Hein, si les gens comme vous et moi, ils ne suivent pas, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ça ne marche pas. Ça reste de la théorie, c'est du concept. Ça devient de la réalité quand les gens s'en emparent. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les vrais gens, dans le monde entier, ils ont pu muter très très vite. Alors qu'on était persuadés qu'ils diraient « Ah non, non, mais ça, je ne sais pas faire, non, je ne vois pas... » Si, ils peuvent muter très vite. Et là, lorsque vous évoquez la question du mouvement, la question du mouvement quotidien pour aller travailler, etc., bien d'un seul coup, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des bouleversements d'une profondeur incroyable. Et vous savez, le pire, c'est que les vrais gens du terrain qui ont dit on peut le faire très vite, ils ont dit mais c'est pas forcément négatif. Finalement, il y a aussi un certain nombre d'avantages, et pourtant Dieu sait si les conditions dans lesquelles s'est passé ce confinement étaient des conditions de bricolage. Évidemment, rien n'était prêt. Rien n'était prêt, vous étiez avec la table dans la cuisine et votre ordinateur et le téléphone à faire immédiatement avec votre client, et les gamins qui couraient dans vos jambes parce qu'il n'y avait plus d'école et il n'y avait plus de garderie. Donc on va dire il y avait mieux comme condition pour faire un changement. Mais en dépit de ça, et là vous voyez, là pour le coup la statistique économique redevient intéressante, en dépit de ça, mois de mai et surtout mois de juin sont du point de vue des statistiques que nous avons, Banque de France a sorti ses statistiques il y a 2 jours, en disant que c'était bien meilleur que prévu. Et l'explication, c'est quoi? C'est que les gens, dans leur cuisine, dans leur salle de bain où ils étaient en train de tapoter pour arriver à s'isoler pour le coup de téléphone, ils ont refait fonctionner l'économie. Que l'économie ne s'est pas arrêtée autant qu'on le pensait, parce qu'effectivement, le changement finalement hyper rapide, il s'est mis en place. Ce n'est pas le monde qui s'arrête, ce n'est pas la fin d'un monde, c'est bien le monde nouveau qui commence et qui s'accélère. Donc là, dans ces mutations, nous sommes effectivement au début de mutation d'une profondeur incroyable, et on sent bien qu'on avait tendance quand même à essayer de les freiner, et on sent bien aussi que, on va dire, les vrais gens poussent pour qu'elles s'accélèrent. Alors jusqu'où ça va aller? C'est là, bien sûr, on peut avoir un peu de vertige, mais ça s'est toujours passé comme ça. Dans les grandes révolutions industrielles, les gens croyaient toujours qu'on aurait des chevaux dans Paris. 1900. Puis 1930, ils voient qu'il n'y a plus de chevaux, il y a des voitures. En 1905, ils disaient non, c'est pas possible, on ne va pas annuler les chevaux. En 1910, ça, ils étaient convaincus. Donc je crois que c'est ça qui est en train de se produire. On est dans un bouleversement. Vous vous souvenez ce qu'on a dit, la deuxième, ou peut-être le plus gros rayon de mon étoile des 2020, des cinq grands éléments, c'est la révolution technologique la plus importante de tous les temps. Je pèse bien mes mots quand je dis ça. C'est plus important que le pétrole, que la machine à vapeur, que l'électricité. Ce qui est en train de se produire, c'est vraiment un changement du mode de vie complet. Là, tout d'un coup, c'est plus de la théorie, c'est plus de la chimère. On est en train de le voir. Ce qui est bien avec vous, Philippe de Sertine, c'est que vous avez un don de télépathie, parce que vous avez parlé tout à l'heure des jeunes, vous parlez de Greta, et vous parlez des enfants. Et bien justement, il y a Greta. Non, il n'y a pas Greta, mais il y a qui aurait pu être Greta, une jeune fille qui veut vous interpeller sur un sujet justement que vous avez commencé à évoquer. Est-ce que dans l'école du futur, on apprendra de nouvelles matières? Et est-ce que dans l'école, elle changera beaucoup dans le futur? Ou pas? Elle s'appelle Anna et elle a 10 ans. Donc, est-ce que l'école, elle va changer? Comment je vais apprendre? Alors, Anna, je devrais lui dire que logiquement, je ne sais pas si elle regarde, mais l'école, elle devrait déjà avoir changé. Elle est un peu en retard. Alors, elle n'est pas en retard partout. On va dire en France, on n'est pas forcément en avance sur la manière dont on doit changer les choses. Quand Anna dit, mais est-ce que par exemple, on va devoir apprendre des nouvelles matières? Oui, bien sûr. Et même, Anna, tu as 10 ans,
logiquement, dans énormément de pays développés, quand on revient à ma grande révolution technologique, un enfant de 10 ans, c'est déjà codé. Le codage, c'est... Tout à l'heure, quand Philippe évoquait l'Inde, vous savez, quand vous êtes en train de regarder le top 5 mondial, maintenant, vous avez 3 Asiatiques. C'est-à-dire 1, les États-Unis quand même, 2, la Chine, 3, le Japon, 4, l'Allemagne, 5, l'Inde. L'Inde nous a dépassés. Le grand pari de l'Inde a été, il y a 15 ans, que tous les gamins indiens apprennent le codage hyper vite. Aujourd'hui, ça fait que l'Inde est au cœur de la révolution technologique. L'Inde est, je dirais, aujourd'hui le plus grand réservoir de jeunes gens qui ont la capacité de coder. Donc là, ça, c'est quelque chose qui est un enjeu absolument considérable. Ensuite, la pédagogie, le mode de fonctionnement de l'école, oui, tout cela va changer. Et quand je dis tout ça va changer, surtout peut-être, ah oui, mais enfin, c'est des présentations qui sont horribles parce que, est-ce qu'on aura toujours du rapport humain ? Bien sûr qu'on aura toujours du rapport humain. Mais on aura aussi un mode de fonctionnement qui va être un mode de fonctionnement incroyablement plus riche. Aujourd'hui, pour un enfant de 10 ans, pour un enfant de 8 ans, il est possible d'avoir très rapidement, on commence à l'avoir un tout petit peu, un professeur qui sera un professeur de l'autre bout du monde, qui sera peut-être un prix Nobel, quelqu'un d'incroyablement intéressant que normalement un enfant n'aurait jamais pu espérer entendre, qui va lui parler dans sa langue. C'est-à-dire qu'on veut déjà avoir cette accélération, on peut déjà avoir un mode de fonctionnement complètement différent. Ça veut dire quoi, vous voyez ? Ça veut dire que là, Anna a raison de parler de l'école, parce que c'est très concret. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui souvent en train de se battre sur des réformes par rapport à l'existant. En se disant 30 gamins dans une classe, c'est beaucoup. Moi, à l'université, on a ce problème-là, d'ailleurs, même avec les problèmes de distance en ce moment. Mais en réalité, ce n'est pas le problème de 30 ou de 20. C'est qu'il faut qu'on ne fasse plus la classe pareille. Il faut qu'on envisage complètement le modèle différemment. Quand on dit un changement de modèle, ça ne veut pas dire un aménagement, parce qu'effectivement, tout le monde va dire oui, le modèle doit changer autour de moi, sauf ce que je fais. Moi, il suffit d'aménager, parce que ça y est, je suis déjà prêt. Non, le changement va continuer, va s'accélérer absolument partout. Aucune partie de notre vie, aucune partie de notre monde ne sera, entre guillemets, épargnée. Quand je dis ça, on a presque l'impression que c'est tragique, ce n'est pas le cas. Aucune partie ne doit être à l'écart de ce changement. On est en train de parler de l'école, on pourrait parler de la politique, on pourrait parler de la santé, bien entendu, on parle de l'assurance. Tous ces domaines-là sont en bouleversement. Et d'ailleurs, lorsque j'évoque ça, peut-être que parmi vos auditeurs, il y en a certains qui disent « Oh là là, mais il me fatigue, moi je suis très bien comme je suis ». Mais il y en a d'autres probablement qui doivent dire « Mais non, mais moi je suis dedans ». Le chauffeur de taxi qui m'a amené tout à l'heure, lui il dit excusez-moi, moi ça fait un moment qu'on est en plein dedans. Le chauffeur de taxi, quoi, vous diriez normalement taxi, c'est quand même un métier qui va rester à peu près identique. Le gars qui vous amène d'un endroit à un autre dans une voiture, il va dire ça existe depuis qu'il y a des carrioles et depuis qu'il y a des gens qui ont besoin de se déplacer. C'est lui qui a été l'emblème en France. Quand on a dit ah oui attention, il y a l'ubérisation, c'est que les chauffeurs de taxi n'ont pas vu venir, enfin on va dire ce métier-là n'a pas vu venir à quel point le changement était partout et il était concerné. Bien, l'ubérisation, qui d'ailleurs ne véhicule pas que du positif dans l'esprit des gens, c'est l'idée que tout change, absolument tout. L'école, Anna, oui, mais vraiment, petite Anna, je te dis que ce changement, tu vas d'abord le trouver fantastique. Que d'abord, pour ta génération, ça va être quelque chose dont tu diras qu'il a complètement bouleversé ton rapport à l'apprentissage, bouleversé ton rapport à la manière dont tu te positionnes dans le monde qui vient, et ça, ce sera d'abord positif. Je crois qu'il faut tellement répéter cela. Ça, c'est bien pour Anna. En ce qui concerne les taxis, moi aussi, ça a changé ma vie puisque je peux payer avec une carte bancaire. Alors, on va parler d'assurance maintenant. On a déjà un peu parlé. Il y a quelques années, dans un essai, je crois que c'est une brève histoire de l'avenir, je sais pas, je suis sûr, Jacques Attali, et c'est pas vous, c'est Jacques Attali, mais il écrivait que les banques et les assureurs seront les nouvelles puissances dirigeantes de demain parce que les États leur transfèrent les risques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors oui, je pense que c'était bien vu et c'était il y a quelques années. Oui. C'est-à-dire que là, on est encore dans une accélération des changements qui font que la question sans cesse, c'est de dire oui, mais la banque et l'assurance dont tu parlais il y a 10 ans, dont tu parlais il y a 5 ans, est-ce que ça a encore du sens par rapport à ce qui est en train d'arriver ? C'est-à-dire que je crois que vraiment, ce que nous devons avoir à l'esprit, quand par exemple un banquier ou un assureur me parle en me disant « mais qu'est-ce que vous pensez de mon métier ?» Je dis « votre métier, évidemment que c'est un métier primordial. Lorsque je suis en train de vous parler de besoin d'investissement, besoin de financement, la banque, ce que vous faites comme base dans la question je capture de l'épargne et j'essaie de la transformer en quelque chose de productif, c'est un des éléments les plus importants quand vous avez une révolution technologique qui se produit. Quand on est en train de parler d'une explosion des risques, quand on est en train de parler des big data qui vont permettre maintenant d'avoir une approche beaucoup plus précise du risque. Avant, on était globalement en train de faire la statistique, c'est-à-dire en disant on va mutualiser.
Maintenant, on individualise. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose de plus en plus précis en termes d'assurance. Donc vous êtes assureur, mais vous êtes dans le métier d'avenir. En revanche, la structure d'avant, exactement comme l'école d'Anna tout à l'heure, évidemment que l'école est primordiale demain, mais ça ne sera plus la même. Ce n'est plus la même normalement déjà. Donc là, ce qui est à mon avis absolument capital, c'est se dire que ce sont des secteurs qui sont des secteurs au cœur de la transformation. Je crois vraiment, vous voyez, c'est évidemment là-dessus que je travaille du point de vue scientifique, mais je crois que la question du financement du changement, elle est absolument primordiale. On a créé des quantités de dettes, il faut les diriger sur l'investissement de transformation. C'est capital. Et vous voyez, c'est mon problème en Europe quand je vois qu'on ne fait que recapitaliser ou mettre de l'argent que dans, on va dire, du monde d'hier, avec le rétroviseur, et pas assez dans le monde de demain. Ça, c'est un vrai gros problème. Donc là, le financement est absolument capital. La question du risque dans ces périodes est capitale, donc l'assurance est capitale. Simplement, on ne doit pas penser, quand on est en train de dire « Ah bon, bah ça va, je suis rassuré », qu'on va pouvoir ronronner. Comme on est dans des métiers qui sont absolument fondamentaux, ça veut dire que ce sont des métiers qui vont être au cœur du bouleversement. La façon de faire, la façon d'être, la façon de répondre aux attentes du client, quand l'environnement change du tout au tout, c'est évidemment aussi un défi absolument colossal. C'est pour ça que quand on est en train de dire, on est en train de changer, on est en train d'avoir des outils différents, c'est fantastique, c'est évidemment la seule solution. Celui qui ne bouge pas, c'est sûr qu'il est mort, mais celui qui bouge, ça ne veut pas dire que ça y est, il a trouvé la solution. Ça veut dire qu'il est dans le processus qu'il faut et qu'il va falloir continuer l'innovation sans cesse. Et évidemment, alors toujours pareil, hein, quand on arrive d'un monde qui était le monde, moi évidemment je commence à être beaucoup plus âgé qu'Anna quand même, hein, donc, mais on va dire on était dans un monde tranquille qui n'avait pas beaucoup bougé depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc nous on était dans le management, les choses ne changeaient pas tant que ça, donc finalement on conduisait comme avant, on essayait d'optimiser. Quand on vous dit c'est le changement continu, perpétuel, évidemment on a une petite fatigue qui commence en disant non mais une fois qu'on a fait le changement après c'est bon. Non, c'est pas bon. On est dans une transformation qui va être une transformation tellement profonde que jamais ne s'arrêter. Celui qui s'arrête, c'est celui qui a tort. C'est celui qui va disparaître. Celui qui change, il n'a pas forcément raison parce qu'il peut se tromper. En revanche, quand il a commencé à changer, il doit se dire ça y est, le processus commence et je dois le poursuivre. La finance, vous voyez, je ne vais même pas dire la banque. La finance et l'assurance, là pour le coup, hein, c'est-à-dire deux actions, le financement, l'assurance, sont deux actions fondamentales dans le monde qui vient, qui vont supposer que pour le faire, il va falloir changer sans cesse. Alors, l'assurance sont des porteurs de risques, mais ce sont aussi des distributeurs, des courtiers, des agents, des intermédiaires. Pour eux, ce changement, ils doivent le maîtriser. Comment vous voyez leur avenir ? Surtout qu'on est dans un monde aussi où peuvent arriver, parce que ce n'est pas encore tout à fait très clair, mais peuvent arriver des GAFA, on parle d'Amazon qui vendraient de l'assurance. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, nos courtiers ? Donc là, je pense que les gens qui nous écoutent, j'espère, sont au courant. Non, ils ne peuvent pas arriver. Ils sont déjà dedans. Hein. Ils sont déjà en train de dire c'est quelque chose qui est tellement nouveau monde qu'il faut qu'on y soit. Ouais. Et là, en plus, je ne vous raconte pas. Quand vous êtes sur l'assurance, la data, vous en captez. Hein. C'est-à-dire que tous les risques de tous les gens, évidemment, là, vous êtes en train de capturer de la data, donc capturer la valeur de demain. Qu'est-ce qu'on est en train de dire par rapport à ce que nous évoquions tout à l'heure, dans ce changement de monde, dans cette évolution ? Et peut-être là, ça me permet justement peut-être de tempérer. Je ne sais pas encore les questions, on ne les voit pas encore, hein, mais quand on va avoir des questions qui vont dire « Ah, mais votre monde, peut-être, finalement, il me fait un peu peur, il ne me plaît pas. » Bon, ça, quand vous avez mon âge, de toute façon, vous dites ça parce que vous n'aimez pas le changement. Mais même pour les jeunes, parfois, ils disent « Ouais, mais enfin, c'est un peu inhumain, etc. » Non, attention. Là, quand on est en train de parler de changement de monde, c'est en mettant l'humain au cœur. 8 milliards d'humains, il faut 8 milliards de cœurs. Il n'y a pas de doute parce que sinon le truc ne va pas fonctionner. Et quand Patrick Pavot-d'Arvor, il a fait un petit lapsus tout à l'heure, il a parlé de guerre. Dans les grandes transformations, évidemment, c'est la crainte. Quand vous êtes inhumain, vous allez vers des périodes de tensions géopolitiques qui peuvent se transformer en guerre. Donc l'humain doit être au cœur. L'humain doit être au centre. Alors si on revient dans un métier, vous voyez, donc je suis très haut, et là je reviens très concret, ça veut dire que dans le métier de l'assurance, il y a un truc qui est absolument capital, c'est le client. C'est le client, c'est le rapport que vous avez au client. Donc là, par rapport aux gens qui peut-être nous écoutent, qui sont courtiers en assurance, évidemment que vous avez un capital, vous avez un actif absolument crucial. C'est la relation que vous avez avec votre client. C'est ça qui est absolument essentiel. Et là, on revient à l'autre élément que j'ai utilisé, ce mot que j'ai utilisé tout à l'heure quand on parlait de monnaie, c'est la question de confiance. La question de confiance, c'est la base de la relation humaine. Et quand on est en train de parler de nouveau monde, on est en train de parler d'un monde d'humains. Au cœur de l'humanité, quand l'humanité fonctionne,
vous avez toujours la question de confiance. Donc là, quand on est en train de parler de cette approche de l'assurance, comme du reste dans l'approche du financement, la question de confiance est absolument capitale. C'est-à-dire le lien que vous avez tissé avec quelqu'un. Et quand aujourd'hui on utilise ces nouveaux outils, on sait très bien que, bien sûr, on peut se taper dans le dos, on peut prendre un verre ensemble, on va dire, ah ben là, ça y est, on se connaît, on se sent... Non, non, souvent, c'est quelque chose de plus rationnel quand on est dans l'assurance ou dans le monde de la finance. La confiance, elle provient du fait que vous m'observez, vous prenez de mes nouvelles, vous intégrez ce que je vous dis par rapport à ma problématique, et à partir de là, vous me proposez la solution qui me semble la solution la meilleure. La confiance, elle se construit sur cette rationalité dans nos métiers. Je crois qu'effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en train de parler de la grande mutation dans le métier de l'assurance comme dans le métier de la finance, c'est d'abord une mutation dans laquelle l'humain doit sans cesse revenir au centre du jeu. Avec les nouvelles technologies, c'est possible, mais ça suppose aussi évidemment que vous ayez un humain d'un côté et un humain de l'autre. L'assurance c'est aussi le vieillage, c'est aussi la longévité. Et là aussi, nous avons une question qui vient d'un sportif de haut niveau, justement. Alors, on passe des jeunes aux moins jeunes. Bonjour Philippe de Sertine. Avec de plus en plus de seniors et de personnes avec des besoins spécifiques, dont les personnes en situation de handicap, comment pouvons-nous demain en faire une opportunité économique, notamment en dépassant les pays scandinaves qui sont très en avance sur le maintien à domicile et l'adaptation de l'habitat, qui représenteront demain un marché de plusieurs milliards d'euros sur un marché encore aujourd'hui très cloisonné. Donc, Sylvain Payette, handicap, vieillage, comment on fait? Donc, par rapport à cette question économique qui est positive, je vais même aller plus loin. Je vous ai dit tout à l'heure, on est 8 milliards d'humains. 8 milliards d'humains, on va vers 10, etc. On s'était d'ailleurs complètement trompé quand on faisait des prévisions il y a quelques années sur le nombre d'humains sur Terre. On avait sous-estimé sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt. Moi, quand je faisais mes études, donc c'était il y a longtemps, on est d'accord. Enfin, on pensait que la planète, en 2100, il y aurait 7 milliards d'humains. C'est quand même légère erreur d'appréciation. C'est des gens sérieux qui faisaient ça. Où est-ce qu'on s'est trompé? On ne s'est pas tellement trompé sur la courbe des naissances. On s'est trompé sur le fait qu'on ne meurt plus sur Terre. C'est-à-dire, en fait, quand on parle 8 milliards, quand on est en train de parler du changement de monde que nous vivons à l'échelle terrestre, c'est quoi? C'est une population qui vieillit, ce qui est une très très bonne nouvelle, ce qui est d'ailleurs le véritable indicateur de développement. Quand aujourd'hui vous êtes en train de dire c'est quoi un pays développé, c'est quoi un pays pauvre, c'est simple. Dans un pays pauvre, vous vivez 20 ans de moins en moyenne que dans le pays riche. C'est là-dessus que c'est pour ça tout à l'heure quand on disait mondialisation s'arrête, vous mourrez tôt mais vous mourrez heureux. Non, ça marche pas comme ça. On doit effectivement proposer la même espérance de vie à chaque humain où qu'il se trouve sur Terre. Mais ça veut dire évidemment que vous allez avoir à penser, et nous avons à penser de plus en plus, une durée de vie beaucoup plus longue. Quand un humain vieillit, c'est qu'il s'enrichit. Quand il vieillit et il s'enrichit, à votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Il consomme du service. Pourquoi le service est en train de monter en puissance sur Terre? Parce que les humains vieillissent. Quand vous êtes tout petit, vous ne consommez que du physique. Quoique, un tout petit peu d'amour, etc., ça commence à être du qualitatif. Ça vous aide un peu pour rester en vie. Mais plus vous allez vieillir, et quand vous devenez âgé, eh bien vous allez effectivement être de plus en plus dépendant du service. C'est ça qui vous maintient en vie. Maintenir en vie, c'est vous donner envie de vivre, c'est souvent le service qui vous permet d'avoir envie de vivre encore plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, c'est, on va dire, la grande création de valeur qui vient. Et quand Sylvain évoquait évidemment le mode de fonctionnement, le mode d'habitation, et qui là pour le coup concerne aussi bien les personnes vieillissantes que les personnes en handicap, on est bien là dans la question que nous évoquions tout à l'heure. C'est-à-dire la problématique du mouvement, qui a été tellement la grande question du XXe siècle et du XIXe siècle, associée à la liberté, associée à la révolution industrielle, associée aux nouvelles façons de vivre. Eh bien cette question-là aujourd'hui, on voit d'ailleurs depuis Covid tout d'un coup, qu'elle n'est plus nécessairement le synonyme de la bonne vie. On peut être heureux, avoir une ouverture sur le monde, avoir des échanges avec les autres, sans avoir du mouvement systématique. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment que pour les personnes qui ont un handicap, qui ont un problème de mouvement, tout d'un coup, elles se retrouvent beaucoup plus à égalité avec le reste de la population. C'est pas grave que je n'ai pas à prendre le RER le matin parce que je n'ai pas d'escalator pour pouvoir atteindre le train et donc pour pouvoir me rendre au bureau. Parce qu'en ce moment, maintenant, tout le monde travaille au bureau, on va dire pas loin de chez soi. Eh bien, ça veut dire que là, et là, on revient évidemment à des logiques qu'évoquait Sylvain, qu'on trouve déjà dans le nord de l'Europe.
hein. Le nouveau monde a déjà commencé. Il est en train d'accélérer, où effectivement, nous sommes dans une logique apaisée, dans une logique moins stressante. Eh bien, ça signifie aussi, évidemment, que quand on avance en âge, quand on a des handicaps, on va être beaucoup moins pénalisé que dans le monde que nous connaissons aujourd'hui. Philippe de Sertine, merci. Évidemment, nous avons débordé un peu, mais c'est tellement passionnant que je ne peux pas vous couper. Je suis désolé. Alors, mais il va y avoir... des surprises, mais il y a des questions. Alors, moi, je ne les connais pas. Alors, des questions qui sont arrivées de nos internautes. Alors, on ne peut pas malheureusement toutes les prendre. On va en prendre une première, vous la voyez. Que reste-t-il des réformes du début du quinquennat ? Il faut-il faire une pause dans les réformes en France ? Alors, on pense évidemment à la réforme des retraites, mais il y en a certainement d'autres. C'est vrai que ce monde a tellement changé entre le discours d'il y a 4 ans, 4 ans, et puis maintenant. Qu'est-ce que vous en dites ? Donc là, vous avez une question qui peut être posée par un politique. En disant, vous comprenez, j'ai l'élection en 2022, qu'est-ce que je fais, C'est peut-être un politique. C'est peut-être un politique, vous voyez, qui est en train de dire, non, mais là, je pense qu'il faut réfléchir, comment je peux me faire élire. Bon, ça, c'est pas du tout mon problème. Moi, je suis pas du tout politique, je suis juste en train de vous parler de ce qu'on observe et de la manière dont on doit gérer ça. La manière dont on veut gérer ça, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un changement d'une profondeur incroyable, que même la question de réforme ne suffit pas. La question de réforme ne suffit pas. Quand on est tout d'un coup en train de dire vous mettez tout le monde en télétravail, on a vu très très bien le problème. Vous voyez, pour parler d'une réforme qui est une réforme pourtant qui avait été le cœur du début du quinquennat, la réforme du droit du travail. Mais c'est que tout d'un coup, le droit du travail est en train de connaître un bouleversement insensé. À quel moment vous arrêtez de travailler ? Ça a été une des grandes questions sur le télétravail. En fait, j'y pense beaucoup plus parce que j'ai pas les temps de transport. Oui, d'accord, c'est mieux que tu n'aies pas les temps de transport. Oui, mais quand même, j'y pense plus. Mais alors, est-ce que c'est du temps de travail ? Est-ce que tu étais en heures complémentaires ? Est-ce que je vais pouvoir mesurer ça ? Tout d'un coup, vous vous rendez compte, ce n'est pas une réforme, c'est un bouleversement qu'il va falloir faire. Et là, je prends cet exemple, vous en avez 100 000 comme ça. Quand on est effectivement sur la question de la dette, sur la question des retraites, sur la question de l'âge qui va être de plus en plus long, comment on va faire, comment on va gérer tout ça, ce n'est pas des réformes, ce sont des bouleversements. Alors là, effectivement, du point de vue politique, c'est compliqué. Parfois, je dirais, l'électeur, il préfère qu'on lui raconte dans l'oreille mais non, t'inquiète pas, et confiance, vous voyez, K.A., hein, vous voyez, dans la livre de la jungle, et confiance, t'inquiète pas, rien va changer, etc. Tu vois, vote pour moi. Bon, puis après, quand vous avez voté, le gars dit, bon, bah, enfin, le gars, la fille, hein, en disant, oui, bah, en fait, non, vous comprenez, c'est les Chinois, c'est les Américains, c'est le monde, enfin, c'est plein de gens méchants, mais on est obligé de changer. Non, je crois qu'il faut entendre que nous sommes dans un bouleversement, donc c'est pas des réformes, c'est des bouleversements qui vont se poursuivre. La vraie question qui se pose, à la limite, quand on est en disant, est-ce qu'il faut faire une pause ? Non, pas de pause, surtout pas de pause. En revanche, il faut réfléchir à la manière dont personne ne reste en dehors du chemin. Donc, quand on accélère les bouleversements, quand on est en train de parler du digital, la fracture digitale, c'est pas quelque chose d'abstrait. Quand on est en train de parler d'une augmentation de l'appauvrissement, c'est pas quelque chose d'abstrait. Donc là, il y a une vraie question à poser, mais c'est pas à dire, ah bah du coup, on change plus. Non, c'est dire, il faut faire de plus en plus de changements. Comment faire pour que ce soit acceptable ? Et ça, c'est quelque chose d'absolument capital. Là, pour le coup, pour moi, c'est, je dirais, la notion la plus élevée de la politique. C'est-à-dire arriver à ce que personne ne reste en dehors du chemin et qu'en même temps on ait une stratégie, qu'on ait un but, qu'on comprenne que le changement, il n'y a pas le choix, que ce bouleversement c'est quelque chose de positif, mais qu'effectivement pour que ce soit positif, il faut que ce soit positif pour tout le monde. Une autre question. C'est presque de la politique en disant ça. Oui, alors une autre question, alors plus terre à terre, on va dire, il y a 100 milliards d'euros épargnés, enfin, en tout cas non consommés, plus exactement. Qu'est-ce qu'on doit en faire en priorité là ? Je ne sais pas, comme ça. Donc là, vous avez évidemment la balance, hein, c'est-à-dire 100 milliards de plans de relance, 100 milliards d'euros épargnés. Bah oui, vous dites, bah, en fait, ça va. Hein. L'économie française a dit qu'elle fait un plan de relance, mais nos braves Français, ils ont mis de côté, pendant le confinement et juste après, l'équivalent du plan de relance. Il y a 6 000 milliards d'épargne en France. Hein. Exactement. Hein, là, on a rajouté... pas dans les chiffres. Oui, on a peut-être un tout petit peu optimiste. Mais 5 500, en tout cas, on est sur ces niveaux-là. Là, 100 milliards quand même en 3 mois. Quoi. Je veux dire, c'est pas rien. Donc, principalement sur des livrets de caisse d'épargne, c'est-à-dire on voit bien les gens ont peur, cherchent de la liquidité, ils n'ont pas envie de dépenser parce que, bon, évidemment, ils ont peur. Et là, on revient à la question tragique, hein, quand même, en disant si la maladie me frappe, si je perds mon emploi, si mon entreprise ferme, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, j'ai effectivement cette prudence et j'ai cette question de dire, mais au fond, là, si je ne consomme pas, si je n'utilise pas, je fais quoi avec ? Et on voit bien qu'effectivement, on ne sait pas quoi à faire. Que faire des 100 milliards épargnés en priorité ? Et là, par rapport à ce que je vous ai dit, vous avez compris, il n'y a qu'une chose à faire, investir. Investir massivement. 100 milliards, c'est rien à côté du besoin d'investissement que nous avons. C'est-à-dire là, quand on est en train d'investir, c'est ce changement de monde qu'il va falloir mettre en œuvre, on va dire, dans toutes les strates de la société française. On est à l'équivalent du moment où on a dit il va falloir construire des chemins de fer, parce que jusqu'ici c'était la diligence, et quand la France couvre le pays
de chemin de fer, c'est un investissement colossal de l'époque au 19e siècle. Quand au 20e siècle, on dit on va basculer dans l'automobile, je ne sais pas si on se rend compte aujourd'hui de l'effort d'investissement que ça représentait pour nos aînés. Ben, c'est ça qui est devant nous, x3, x4. C'est vraiment ce type-là de calcul qu'on fait aujourd'hui. C'est un tel bouleversement par rapport à ce qu'on a connu qu'il va falloir investir massivement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 100 milliards, il ne faut pas qu'ils servent à payer de la dépense du quotidien, ça fait aucun doute. C'est ce sur quoi je me bats quand je suis sur les questions de finances publiques, en disant finances publiques, si c'est pour payer de la dépense, c'est une catastrophe. Si c'est pour payer de l'investissement, c'est capital. Et là, pour le coup, l'investissement, il va falloir vraiment le choisir, le sélectionner pour que ce soit le bon investissement. L'investissement qui corresponde aux grands défis que peut avoir notre pays, que peut avoir notre Europe, que peut avoir notre Occident. Les sociétés de gestion sont quand même sur le créneau. Il y a des fonds santé, des fonds biotech, des fonds infrastructure aujourd'hui qui sortent. C'est vers là qu'il faut ce type de fonds qu'il faudrait plus que vers des fonds en euros. Finalement. Oui, on va faire le calcul, combien vous avez. Parce que oui, vous avez ces sociétés. Oui, d'accord, ça représente combien? C'est peanuts. C'est vraiment très très peu. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout à l'effort, au niveau de l'effort que l'on souhaite. Et encore énormément de gens. Donc soit ils mettent je dirais, dans le carnet de caisse d'épargne parce qu'ils ne veulent plus mettre dans l'assurance vie, qui est le placement préféré des Français. Donc ça veut dire que cette problématique de l'investissement, vous la transférez sur les gens qui gèrent vos fonds, et encore, vous ne voulez pas le savoir, parce que vous ne voulez pas prendre de risques, sachant que vous n'êtes pas rémunéré, on a zéro taux d'intérêt, on a quand même un vrai problème. Quand on est dans une phase d'investissement avec du risque, dire il n'y a plus de taux d'intérêt du tout. Vous dites, mais attendez, le taux d'intérêt, c'est la rémunération du risque. Oui, ben d'accord, mais là, on est mettant tellement de dettes qu'il ne faut pas qu'il y ait de taux d'intérêt qui remonte. Oui, mais enfin, quand même, si vous me dites investir, ça veut dire quoi? Donc là, il y a bien quelque chose qui ne convient pas, quelque chose qui explique probablement le fait que beaucoup d'épargnants, qui soient avec beaucoup d'argent ou un tout petit peu, sont un peu désemparés aujourd'hui. Je vais vous dire, moi, je participe souvent à une émission qui s'appelle C'est dans l'air, où j'ai pas pu être ce soir parce qu'on commençait à l'heure de la fin de C'est dans l'air, mais C'est dans l'air, une des questions qui revient le plus, alors qu'on ne fait pas passer à chaque fois, c'est, à votre avis, que dois-je faire de mon épargne? À votre avis, est-ce qu'on va me ponctionner mon épargne? C'est ça la grande question que peuvent avoir aujourd'hui les Français. La vraie question, à mon avis, qu'ils doivent se poser, comment mon épargne peut servir à l'investissement du pays? C'est ça le grand défi qui est le nôtre dans les mois, les années qui viennent. Très bien. Encore, il y a d'autres questions qui arrivent. Est-ce que BPI remplit-elle son métier pour développer un GAFA Made in France, par exemple? Avant, non, vous voulez pas? Alors, peut-on créer, effectivement, la première question, oui, c'était un peu la même. Alors, peut-on créer des géants du net? C'était ça le début de la question, pardon, comme aux États-Unis et en Europe. Alors, réponse oui, on peut. On peut d'autant plus que nous sommes dans une transformation telle que rien n'est figé. Quand Jeff Bezos, patron d'Amazon, dit Amazon va mourir, vous imaginez... je ne vais pas dire le patron d'Air France parce que le pauvre il pourrait le dire en ce moment, mais enfin je ne sais pas quoi, le patron de Rhône Poulenc, ex-Rhône Poulenc, Sanofi, qui va vous dire Sanofi va mourir, tout le monde dit oulala, qu'est-ce qui se passe, il a tout le monde dans la rue, on fait le titre du journal. Bezos, une boîte de 1400 milliards de dollars de valeur, dit Amazon va mourir. Bon, il avait à gérer un divorce à 40 milliards, donc c'est vrai que on n'imagine pas ce que ça veut dire, mais bon, donc effectivement peut-être qu'il déprimait un peu. Non, il ne déprimait pas en fait. Il disait ce qu'il pense. C'est-à-dire en disant, on est dans un tel bouleversement technologique par rapport à ce que nous évoquions, que même les très grandes entreprises ne sont absolument pas sûres de leur futur. Les très grandes entreprises ont même toutes les craintes qu'elles ne parviennent pas à suivre les technologies, parce que quand vous êtes très grand, vous devenez bureaucratique. Et du coup, vous n'arrivez pas à innover, à casser complètement le modèle dans lequel vous étiez. Au point que Facebook... autre géant dit je ne veux même plus innover, je vais me transformer en monnaie, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur Libra. Donc en disant au moins là j'ai plus rien à faire, j'ai juste à attendre que l'innovation se transforme dans la monnaie que j'ai créée. Ce n'est pas idiot, mais qui est quand même, on va dire, la fin peut-être de la notion et du projet d'entreprise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. Il va y avoir des nouveaux Facebook, des nouveaux Alibaba, des nouvelles entreprises de ce type qui vont apparaître et qui vont grandir d'un seul coup. Facebook, en l'an 2000, n'existait pas, il faut le rappeler, 1300 milliards. De valeur. Il n'existait pas en 2001, 2002, 2003, 2004. Ça paraît 2005. Quand on parle de Apple ou de Microsoft, c'est soit la fin des années 70, soit les années 90. C'est-à-dire, moi j'étais largement né, quoi. Ces boîtes valaient zéro, c'était un garage au départ. Donc ça y est, ça va continuer, on va avoir de plus en plus de nouvelles entreprises qui peuvent apparaître. La vraie question, donc là du coup on boucle avec la question BPI, c'est de dire comment on peut arriver alors à avoir brutalement un géant mondial. C'est simple, il faut mettre beaucoup d'argent dedans. Le problème européen, il est extrêmement simple, et on vient à la question de l'épargne, la question de l'investissement. Pourquoi on n'a pas d'Amazon et d'Alibaba? Parce qu'on n'a pas mis d'argent dedans. À chaque fois, on a des gens qui auraient pu développer exactement les entreprises, on le sait d'ailleurs, parce qu'ils sont allés les développer chez les grands, chez les Chinois ou chez les Américains. Sauf qu'on n'a pas mis l'argent dedans. Le problème majeur de l'Europe, et pardonnez-moi, mais ce n'est pas la BPI qui le règle,
Le problème majeur de l'Europe, c'est qu'elle n'a pas eu de Nasdaq. Ce truc a été créé dans les années 70. Maintenant, ça y est, il est périmé, hein, mais on ne peut pas faire un Nasdaq, c'est trop tard. Mais Nasdaq, ça a été de dire, on invente un marché financier pour drainer l'épargne vers des zones de super risques et de super opportunités. Tous les gens vous disent, ah ouais, dans le Nasdaq, tu te rends compte, il y a des boîtes qui valent super cher, elles ont fait que perdre de l'argent depuis le départ. Et oui, et c'est comme ça qu'ils ont fait Amazon. Et nous, en train de dire, ah oui, moi, je veux de la certitude. Moi, je veux pas de risque et gagner un peu d'argent. Vous voyez, le client, là, peut-être, nos courtiers, ils doivent dire, tiens, bah oui, ça, je reconnais mes clients. Je voudrais gagner un petit peu plus sur mon épargne. Mais pas de risque, hein, s'il vous plaît. Oui, ben non, ça marche pas comme ça. Résultat, effectivement, tu es focalisé sur ton rétroviseur. Tu dis, bah, j'ai un placement de bon père de famille, y compris dans les entreprises, qui est quand même, on va dire, normalement l'aberration complète. Une entreprise, c'est pas un placement de bon père de famille. Par définition, ça doit être quelque chose qui prend du risque. Donc en Europe, on ne va pouvoir le faire que si effectivement nous acceptons de prendre du risque avec notre épargne. Et là, pour le coup, hein, voyez, c'est pas qu'un problème français. Les Allemands sont exactement devant le même problème. Les Anglais un tout petit peu moins, mais quoique, ils n'ont pas de boîte à 1000 milliards non plus. Ils ont d'autres problèmes en ce moment. Ce que vous dites dans cette réponse, c'est que c'est pas forcément, on n'a pas forcément besoin de créer un Amazon. Il faut créer autre chose. Exactement. Si vous espérez créer un Amazon ou un Google, vous avez déjà 12 trains de retard. C'est ça, c'est trop tard. En revanche, j'en sais rien, si vous êtes en train de regarder les grandes entreprises de l'intelligence artificielle qui sont en train d'apparaître, voire même, vous voyez, Tesla. Hein. Tesla vaut 200 milliards, enfin valait 200 milliards. Volkswagen vaut 70 milliards. Enfin, il y a un truc qui ne va pas. Ils produisent pratiquement 11 fois moins de voitures, mais parce qu'ils sont effectivement dans quelque chose d'autre, de différent. Bon, 200 milliards, c'est rien par rapport à 2000 milliards, mais donc il y a bien des endroits où là, tout d'un coup, on va avoir des opportunités. Soit on décide d'y aller, de prendre du risque. Quand on dit prendre du risque, ça veut dire que de temps en temps, ça ne marche pas quand même. Hein. Donc il ne faut pas oublier, dans les grands du net, il y a eu plein d'échecs. Mais si vous n'acceptez pas l'échec, vous n'aurez jamais une grande entreprise qui émergera. Et ça, pour l'Europe, ce sera très très grave. Philippe de Sertine, merci. Merci, c'était passionnant. Chers auditeurs, devant vos écrans. Et j'espère que vous avez passé une excellente soirée. Nous espérons vous revoir. En tout cas, moi, j'ai été conquis par plein de choses, tout ce que vous avez dit. Nous vous souhaitons à tous une très bonne soirée. Et puis, espérons quand même vous revoir physiquement. Parce que digital, c'est bien, mais il faut le figital, hein, c'est l'expression à la mode. Hein, ça, le mariage Charles, on est de la même génération. Voilà, donc c'est ça. D'avant. Exactement. Alors le mariage, on dit du mariage du physique et du digital. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée. Bonne soirée.